Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Alioune Tine, c'est le fondateur du Afrikajom Center. C'est un vétéran de la défense des droits de l'homme au Sénégal et il est avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup Alioune Tine. Merci de votre invitation, Marc Perelman. Le 3 février, à quelques heures à peine de l'ouverture de la campagne en vue de la présidentielle qui était prévue le 25 février, le président Macky Sall annonce le report du scrutin. 2 jours plus tard, l'Assemblée nationale vote un report de cette élection présidentielle désormais prévue le 15 décembre. Et l'Assemblée adopte aussi le maintien de Macky Sall au pouvoir jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Beaucoup parlent de coup d'État institutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à vos yeux, Alioune Tine? Écoutez, tout le monde a eu l'impression de la transgression qu'il ne fallait pas faire, c'est la transgression de la limitation de mandat. Surtout après que Macky Sall ait dit lui-même qu'il ne ferait pas un 3e mandat, en réalité, il y a eu cette effraction qui a beaucoup ébranlé, et je dirais même qui a consterné, parce que le jour du vote, quand les gens ont vu les gendarmes pénétrer pour empêcher l'opposition de participer au vote, de les virer de l'Assemblée nationale, tout cela a été vu comme si notre démocratie plongeait dans l'abîme et que le Sénégal vraiment basculait parmi les pays qui ont connu l'indignité du 3e mandat ou tout simplement des coups d'État qu'on a connus dans la sous-région. Vraiment, ça a été une épreuve extrêmement dure pour la plupart des Sénégalais qui se mobilisent à l'heure actuelle d'ailleurs pour essayer de donner une réponse. Alors, le président a justifié ce report, je le cite, pour éviter une instabilité institutionnelle, des troubles politiques graves. Vous lui aviez parlé peu avant cette décision. Est-ce qu'il l'avait évoqué, cette situation? Est-ce que vous avez été pris de court comme presque tout le monde? Moi, j'ai été pris de court parce que le président qui a lui-même fixé la date de l'élection de façon souveraine, qui a dit que la décision du Conseil constitutionnel était sacrée, que personne ne pouvait revenir sur cette décision. Il l'a dit d'ailleurs à des candidats qui ont été quand même, disons, qui n'ont pas pu passer l'épreuve du parrainage, qui contestaient les parrainages. Il a été très clair. Mais maintenant, la suite a beaucoup surpris parce qu'on était à la veille. Il y avait même des candidats qui avaient commencé à enregistrer. Mais il faut dire quand même que c'est un processus électoral totalement inédit, avec beaucoup de dysfonctionnements, quand même avec la marque d'une administration acquise pratiquement au parti au pouvoir, qui a empêché à l'opposant Sonko de pouvoir s'inscrire, d'accepter les dossiers, d'accepter sa quittance, ce que d'ailleurs a condamné le Conseil constitutionnel. Donc tout au long, mais personne ne prévoyait cette brutale, comme on dit, cet arrêt brutal de la campagne électorale. Il me semble que ça a été un choc très dur, ressenti d'ailleurs par les principaux concernés, les 20 candidats qui avaient commencé leur campagne, mais un choc également pour la communauté internationale de voir un Sénégal qui bascule de façon assez banale quand même dans l'indignité, il faut dire démocratique, c'est cela qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et bien sûr, les Sénégalais aussi, je n'ai jamais vu un régime d'ailleurs aussi isolé par l'ensemble des secteurs de l'opinion, que ce soit la société civile, les religieux, les syndicats et même le patronat. C'est unique cette forme d'isolement. Jamais un président de la République n'a été aussi seul dans une décision qui a été vraiment contestée pratiquement à l'unanimité, y compris à l'intérieur vraiment de son propre parti et de sa propre coalition politique.
Alors quel est son but? Parce que beaucoup pensent qu'il veut rester au pouvoir. Alors lui affirme qu'il ne s'agit que d'un report et il a à maintes fois depuis cette décision promis qu'il n'allait pas se représenter. Est-ce qu'on peut le croire ou est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre pour se maintenir au pouvoir, peut-être en invoquant une situation insurrectionnelle? Il l'avait d'ailleurs dit qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures si cela se produisait. Je pense que ce qui est arrivé, c'est la peur de voir effectivement un autre candidat passer. C'est ce qui n'est pas normal quand on est dans une élection. On va dans une compétition électorale. Ce n'est pas parce que vous avez peur de perdre la compétition que vous allez tout annuler. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Donc, je pense que la peur que Bassirou Diomaye Faye de PASTEF gagne cette élection a prévalu et a décidé, a fait en fait qu'il s'est décidé de dire, mais tiens, surtout pas ça, il l'aurait dit à un journaliste français qu'il ne veut pas d'islamiste. Bassirou n'est même pas islamiste d'ailleurs. Mais je pense que c'est la peur de perdre l'élection et la peur effectivement que le pouvoir aille à PASTEF. Ça, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il a appelé à un dialogue. Un dialogue est-il possible? Un vrai dialogue est-il possible? Justement, vous avez parlé du PASTEF sans Ousmane Sonko. Moi, je pense qu'il faut créer des conditions objectives, subjectives, politiques qui permettent le dialogue. Et moi, ces conditions, c'est la libération de Sonko, la libération de Diomaye, la libération de tous les détenus politiques qui participent effectivement au dialogue de façon libre. Je pense que c'est ça qui serait une condition qui donnerait d'ailleurs une certaine crédibilité au dialogue politique. Si on veut une inclusion, c'est dès maintenant qu'il faut le faire, avoir le courage, l'audace de dire, bon, maintenant c'est sincère, on fait un dialogue politique inclusif, y compris avec quand même Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, quand même, c'est l'homme politique le plus populaire. PASTEF, c'est un des partis quand même dominants depuis quand même le début de cette crise. C'est entre PASTEF, Ousmane Sonko et Macky Sall qui a été déçu. Donc, il faut aller vers ce qu'on pourrait appeler la réconciliation entre les Sénégalais. Il ne faut pas réconcilier les Sénégalais tant que Sonko et les autres détenus politiques sont en prison. Il faut les sortir, qu'ils participent au dialogue politique si vraiment on veut un dialogue inclusif et sincère. C'est ça la voie qu'il faut prendre avec courage. Alors certains ont évoqué, comme je l'ai dit, un coup d'État institutionnel. Est-ce que vous craignez un coup d'État militaire suite à la nouvelle situation créée par la décision du président? Écoutez, je pense que personne ne veut de coup d'État militaire. Et également, notre armée est une armée républicaine. Personne ne veut aussi de la violence. Mais les gens sont déterminés à lutter, à sortir dans la rue. Ça, c'est à faire des manifestations pacifiques. C'est pour ça que nous allons demander à l'État du Sénégal d'arrêter cette espèce de répression et de violence politique complètement décomplexée et une violence aussi complètement assumée par la gendarmerie, par la police. Nous n'avons jamais vécu une telle violence depuis 2000. Il faut que ça s'arrête. Donc, si les gens manifestent pacifiquement, on peut trouver une solution à la fin. Mais il faut que le pouvoir sache raison garder par rapport à cette question. Les gens vont se mobiliser, les syndicats, la société civile, les religieux, le privé. Il faut les laisser manifester leur colère par rapport à une situation qui est totalement inédite au Sénégal. Alors, est-ce que pour sortir de la crise, il y a une date importante, c'est le 2 avril. Le 2 avril, c'est la fin du mandat de Macky Sall. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que pour apaiser la colère que vous exprimez et qui s'exprime, il pourrait peut-être, à ce moment-là, partir à la fin de son mandat, laisser une transition au président de l'Assemblée nationale jusqu'aux élections désormais prévues en décembre. Est-ce que ça vous paraît acceptable ou est-ce qu'il n'y a pas de solution? Ce serait le moindre mal.
c'est le tabou de la limitation de mandat. La limitation de mandat, c'est quelque chose d'intangible. S'il le respecte, il me semble qu'un consensus pourrait avoir lieu sur cette base. Ça, je pense que ce serait le réalisme, le pragmatisme politique. Et je pense que tout le monde se dit, à partir du 2 avril, qu'est-ce qui va arriver? Et il faut anticiper sur le 2 avril. Il faut commencer à travailler après le 2 avril. Et je pense que ce ne serait pas utopique de dire, bon, ben voilà, à partir du 2 avril, un consensus peut avoir lieu. D'autant plus que, quand même, Macky vient d'avoir un grand pare-feu, Souleymane Jules Diop, qui dit que Macky a préparé ses bagages, il va aller au Maroc. Mais bon, écoutez, je pense que c'est une bonne chose que cette annonce soit faite par Souleymane Jules Diop. Et que maintenant, qu'on se dise, après le 2 avril, il faudrait trouver un consensus pour, d'abord, reconstruire le Sénégal. C'est important, reconstruire et refonder les institutions de la République qui ont quand même subi des tensions, des conflits entre elles. On a besoin de redresser, on a besoin de soigner, on a besoin de réconcilier. Et il me semble que la date du 2 avril, si on donne l'occasion, on met en place des mécanismes qui permettent vraiment de rediscuter, de faire un grand forum, de grandes assises autour des institutions et de la maladie démocratique pour les soigner, ce serait une très bonne chose. Et ça nous permettrait d'aller vers les élections quand même beaucoup plus tranquille. Le 2 avril, c'est un seuil critique. Alors, il faudrait quand même qu'il y ait un bon débat, un débat sain autour de ce seuil critique sur ce qu'il faut faire après. Ça, c'est important. Alioune Tine, le fondateur du Africa Jom Center, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Dakar au Sénégal. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.